Mesdames, installez-vous. Pas de souci. Et ben voilà, ça a bien remarché comme... Pourquoi lundi, il n'a pas voulu? J'étais pas là. Par contre, il me faut mes lunettes. Je vous retrouve demain matin de 7h à 9h pour une nouvelle matinale avec des cadeaux, des rubriques, des invités et toute l'actualité proche de chez vous. C'est Florence qui enchaîne. Sinon, j'irai là-bas après. C'est pas... Attends, je vais m'arrêter. C'est où? C'est là. À cause des rediffusions. Ah, on est en retard. On est en retard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, nous sommes ravis de vous retrouver, bienvenue au bar de l'économie, et oui nous sommes deux aujourd'hui à co-animer cette émission, Dominique Flora, bonjour. Bonjour. Vous voulez voir l'émission et même interagir directement en live, eh bien rejoignez tout de suite la page Facebook page bar de l'économie bien sûr, et la diffusion toujours en FM 98.0 et la web radio IDFM 98.fr, comme ça vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez nous joindre et nous écouter partout dans le monde. Alors aujourd'hui, co-animation avec Dominique Flora, nous allons échanger bien sûr avec nos invités autour de l'accompagnement des entrepreneurs par la Banque de France. Comment s'investit-elle pour le faire? Comment fait-elle sa révolution interne en utilisant le digital? Et puis nous allons aborder également la solidarité et l'entraide auprès des personnes âgées et le logement toujours pour les personnes âgées. Et pour aborder ces sujets, Dominique Flora, qui sont nos invités du jour? Eh bien écoutez, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord de les remercier pour être arrivés jusqu'à nous aujourd'hui où les temps de transport sont encore très variables. Alors Jean-Pascal Prévet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la région Île-de-France à la Banque de France et aujourd'hui nous allons parler avec vous de plusieurs sujets. Votre rôle auprès des TPE, les très petites entreprises, les start-up, comment vous les appréhendez, mais aussi de la cité économique que vous avez créée et également la médiation de crédit pour les TPE. Nous avons aussi Charles Perdugot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président-directeur d'Ensemble, vous avez 59 ans, vous avez fondé cette entreprise en 2007 qui est financée par un actionnariat privé et 100% français. Vos centres d'intérêt tournent autour de la solidarité envers les personnes âgées et également les réseaux entre voisins. Vous avez créé un site internet innovant dédié à l'autonomie et au maintien à domicile de personnes âgées. Et enfin, Joaquin Tavares, bonjour. Bonjour. Vous venez de Bourgogne, vous avez 41 ans et vous avez créé en 2016 une société qui s'appelle Papy Happy. Vous en êtes le président et votre thème de prédilection, c'est le vieillissement de la population et la problématique du logement senior. Pour fonctionner, vous avez fait une levée de fonds en 2018 et vous misez sur des partenariats privés ou publics pour vous développer. Vous nous expliquerez tout cela en détail, bien sûr. Mais tout de suite, Florence, nous passons aux infos du jour. Absolument, Dominique. Eh bien, première info du jour, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a gagné son combat pour le remboursement des abonnés après un mois de grève dans les transports. Souvenez-vous, elle l'avait annoncé dans notre émission en exclusivité le mois dernier. Cette fois, c'est entériné. La carte Navigo sera remboursée aux abonnés. La plateforme Internet sera ouverte d'ici la fin janvier pour réclamer ce remboursement. Donc n'oubliez pas d'aller vous connecter sur cette plateforme. On vous donnera bien sûr le nom dès qu'elle sera ouverte. Bonne nouvelle donc pour les usagers. Un mois de carte Navigo remboursée à tous les abonnés. La RATP, la SNCF et Île-de-France Mobilité se sont donc mis d'accord. La grève contre la réforme des retraites dure maintenant depuis le 5 décembre et cette mesure s'appliquera aux abonnements mensuels, hebdomadaires et annuels. Pour l'info suivante, nous partons en Allemagne. Effectivement, l'Allemagne interdit le service d'Uber avec des voitures de location. Uber ne peut pas proposer ses services en Allemagne car il ne dispose pas de la licence nécessaire au transport de passagers à l'aide de voitures de location, a annoncé en fin de semaine dernière le tribunal régional de Francfort.
Ce jugement est valable immédiatement et peut faire l'objet d'un appel, a ajouté le tribunal dans un communiqué. Uber, quant à lui, a déclaré qu'il allait examiner cette décision avant de prendre des mesures lui permettant de continuer à proposer ses services en Allemagne. C'est ce même tribunal de Francfort qui avait interdit en 2015 à Uber de mettre en correspondance des conducteurs utilisant leur propre voiture et des passagers souhaitant effectuer un trajet. Le service d'Uber permettant à des clients de commander des courses à des chauffeurs utilisant des véhicules de location est lui aussi illégal car il enfreint les règles de la concurrence, a communiqué le tribunal la semaine dernière. Troisième info du jour, suite du feuilleton sur la taxe numérique. La France prête à riposter en cas de sanctions des États-Unis, a dit Bruno Le Maire. Effectivement, la France ripostera si les États-Unis imposent des sanctions en représailles à la taxe française sur le numérique, a prévenu le ministre de l'Économie et des Finances sur France Inter. Je cite, « S'il devait y avoir des sanctions, c'est une possibilité aujourd'hui que nous prenons très au sérieux. Nous saisirions immédiatement l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. » Il a indiqué qu'il s'entretiendrait rapidement avec le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin. Si les Américains décident d'aller jusqu'au bout, de mettre des sanctions contre la taxation du digital, alors même qu'ils étaient pour cette taxation du digital et que la nôtre n'est pas discriminatoire, eh bien dans ce cas-là, nous riposterons, a-t-il ajouté. Mais cette guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne. Donc, dit-il, j'appelle nos amis américains à revenir à la sagesse, à raison, et à travailler à un compromis à l'OCDE et à éviter cette montée des extrêmes qui ne profitent à personne. Je rappelle que la taxation du numérique est à l'origine de tensions commerciales entre la France et les États-Unis qui menacent d'imposer des droits de douane massifs à certains produits en guise de représailles, bien sûr, à cet impôt français sur les GAFA. Autre info du jour, Dominique Florin. L'autre info, c'est que ça bouge sur les dossiers de retraite. Laurent Berger salue l'ouverture d'Édouard Philippe, mais il est inflexible sur l'âge pivot. En effet, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a salué mardi la volonté d'ouverture du gouvernement sur la question du financement du système des retraites, mais l'a invité à aller plus loin en rejetant l'âge pivot du projet de réforme. Il demande tout simplement d'aller plus loin en rejetant du projet de la loi le paramétrage de l'âge d'équilibre à 64 ans en 2027. Cette annonce a été faite à la presse à l'issue d'une réunion de concertation au ministère du Travail. Autre info du jour, American Airlines conclut un accord d'indemnisation avec Boeing sur le 737 MAX. American Airlines Group a annoncé lundi avoir conclu cet accord confidentiel avec Boeing pour compenser les pertes subies en 2019 par la compagnie à cause de l'immobilisation de sa flotte, les fameux 737 MAX, depuis le printemps 2019. Il est donc cloué au sol depuis mars dernier à la suite, souvenez-vous, des 2 catastrophes aériennes. Un certain nombre de compagnies aériennes d'ailleurs ont conclu cet accord également, confidentiel bien sûr, toujours avec l'avionneur. American Airlines, première compagnie américaine, a indiqué que l'indemnisation serait versée sur plusieurs années et qu'elle allait utiliser plus de 30 millions de dollars pour le programme de répartition des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Boeing a dit pour sa part ne pas commenter les discussions avec les compagnies aériennes. Alors Jean-Pascal Prévé, on a envie de vous demander en tant que représentant et directeur de la région Île-de-France de la Banque de France ce que vous en pensez. Déjà, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, au niveau de l'incertitude, la taxe sur les GAFA, l'incertitude c'est le pire ennemi de la croissance économique. Donc effectivement, plus on aura un environnement clair et lisible pour les chefs d'entreprise, et mieux ce sera. S'agissant du dernier point, effectivement c'est une affaire très importante pour Boeing, mais il faut bien voir que ce n'est pas que Boeing, puisque nous avons en France un certain nombre de sous-traitants très importants qui contribuent à fournir des équipements, des moteurs et équipements divers. Et donc les difficultés de Boeing sont également impactants pour un certain nombre de sous-traitants, dont certains se trouvent en Île-de-France. Et ça, vous le sentez au niveau de la Banque de France? On le sait rapidement? Oui, on le sent puisque nous avons des informateurs que l'on contacte tous les mois. Par contre, heureusement, comme l'autre avionneur Airbus a un carnet de commandes qui est extrêmement rempli, eh bien, la perte de marché qui concerne le 737 est aujourd'hui compensée par le dynamisme de la demande d'Airbus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Jean-Pascal Prévé. Dernière info du jour, Dominique Florin. Dernière info du jour, c'est la levée de fonds des startups françaises. Cette levée de fonds s'élève à 284 millions d'euros en novembre. Après des mois de septembre et octobre très riches, l'investissement dans les startups hexagonales ralentit en novembre.
284 millions d'euros à travers 54 tours de table, c'est moins que le mois dernier, qui était de 440 millions d'euros, et à peine plus qu'à la même période l'année dernière, 274 millions en novembre 2018. Le trio de têtes sectorielles est composé des fintech, avec près de 32 millions d'euros levés, suivi des mobilités avec 17,6 millions et les proptech, 16,9 millions. La plus grosse opération ce mois-ci est réalisée par Tissium. Cette société fabrique des adhésifs chirurgicaux qui remplacent les points de suture, une innovation issue des labos du MIT. L'investissement permettra d'accompagner une première commercialisation de son produit aux États-Unis en 2020. Deuxième sur le podium, un autre acteur de la santé qui s'intéresse à la traçabilité du sang livré aux hôpitaux. Biolog LD a levé 30 millions d'euros auprès de Xeris. Objectif, se déployer à l'international pour faire passer le chiffre d'affaires de 7 à 200 millions d'euros en 2023. Et enfin, la troisième plus grosse levée revient à l'assurtech Luco, spécialisée dans l'assurance d'habitation. Cette start-up a levé 20 millions d'euros. Là aussi, Jean-Pascal Pervier, vous avez un commentaire ? Sur le développement des fintech, aujourd'hui, la France est extrêmement dynamique. Hein. On a des taux de croissance qui sont nettement plus élevés que la plupart des pays européens. Les pouvoirs publics se mobilisent pour accompagner ce mouvement. Hein. Il y a eu notamment la mise en place de French Tech 120. French Tech 120, vous avez une multiplicité d'acteurs publics qui ont pris des engagements extrêmement précis par rapport à l'accompagnement, au développement et au financement des French Tech. Hein. Je pense à des banques publiques comme la BPI, mais pas que. Et on en reparlera tout à l'heure, la Banque de France est un acteur qui contribue dans ce French Tech 120. Merci. Charles Berdugo, vous voulez compléter ? Juste un petit mot, pour des services un peu plus proches de services publics, hein, on parle notamment de la solidarité, du maintien de personnes âgées à domicile, etc. On voit effectivement que dès lors qu'il s'agit de projets à retour sur investissement un peu plus long terme, il y a une énorme prudence de l'investissement en capital risque français, là où aux États-Unis il est beaucoup plus agressif, on investit à plus long terme. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce qu'on porte bien en France cette vertu sociale, mais on n'a pas la politique financière qui permet d'accompagner ces entreprises qui entreprennent dans le secteur. D'accord, merci pour votre commentaire. Et Joachim Tavares, vous voulez commenter ? Volontiers. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous par rapport à d'autres pays, parce que nous, qui nous sommes implantés en Espagne, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de chance d'avoir démarré en France, parce que vous parlez de la BPI tout à l'heure. Effectivement, nous on est suivis avec la BPI depuis le début, et c'est un grand apport pour nous, apport financier, mais apport aussi de compétences. Et je trouve que c'est une grosse chose très importante que nous avons en France, d'avoir cet apport de la BPI. Merci pour vos commentaires. Et Florence, je crois que vous vouliez introduire quelqu'un. Alors oui, on va passer tout de suite à la dernière info du jour. C'est notre chronique santé du jeudi. Place à Jean-Claude Durousseau pour les entretiens médicaux d'Anguin. Bonjour Jean-Claude. Florence. 2 minutes pour comprendre aujourd'hui les étirements. Pourquoi s'étirer? Alors je suis avec Karine Laurent, vous êtes spécialiste sport santé et santé au travail. Pourquoi s'étirer? C'est important déjà dès le matin de pouvoir s'étirer parce que ça met le corps en marche. Le corps et la tête aussi. Tous les matins? Tous les matins. Et bien évidemment, un muscle étiré, c'est un muscle qui va éliminer beaucoup plus vite les toxines. Et également au niveau de votre corps, vous allez favoriser la circulation sanguine dès le matin. Tout le monde s'étire, sportif, pas sportif, tout le monde? Alors, tout le monde s'étire, qu'on soit sportif ou pas sportif. Et après, il y a des règles très spécifiques chez les sportifs. On va en parler après. Tout le monde s'étire. Alors, combien de temps, quoi? On étire quoi? Ça va pas, on boit le matin. Justement, après, ça dépend aussi des douleurs que l'on a de façon très spécifique en fonction des douleurs. On va étirer plus ou moins certains muscles. L'étirement, c'est au moins 45 secondes. Pour vraiment favoriser l'étirement, il faut être dans un état de relaxation. C'est-à-dire Si je comprends bien, vous me dites, si j'ai un peu mal au dos, c'est plutôt le fait de m'étirer. Si j'ai un peu mal aux jambes, c'est... Enfin, je vais là... Ça, c'est la première fois qu'il nous fait ce coup-là. Il a pris tour de mal, déjà Christophe. là où on a des douleurs pour déjà minimiser l'impact. Parce que qui veut dire douleur veut dire qu'après, derrière, ça va tirer ailleurs.
pour les sportifs, on s'étire avant ou après le sport ou avant et après le sport? Alors, avant, surtout pas, sauf si vous êtes dans des disciplines comme la gymnastique qui demandent effectivement à avoir une certaine souplesse. Mais sinon, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque majeur de blessure. Donc, il faut pas le faire. Et aussi une baisse de la performance. Par contre, après le sport, oui. Alors, il y a des grands débats. Il faut s'étirer. Mais l'étirement va tout simplement permettre de permettre aux muscles d'avoir une certaine élasticité. Vous n'allez pas diminuer l'impact des courbatures. Donc ça, c'est très très important parce qu'il y a des gens C'est ça en fait. Voilà, il y a des gens qui s'étirent avec des grosses amplitudes et du coup, quid des courbatures qui se transforment en blessures un peu plus importantes. Vous savez tout sur l'étirement. À bientôt. Vous êtes sur IDFM, Radio Anglais, la radio du Alors, ce bien-être. qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, c'est que quand l'un ou l'autre intervient et que vous voulez lui poser une question, vous nous faites un petit signe. Parce que vous n'oubliez pas qu'on est en radio, il faut que l'auditeur, quand on change de voix, on vous annonce. D'accord. Sinon, ça va. Bah, à part qu'on est consterné pour vous de boire dès le matin. Les tire-bouchons, j'ai cherché partout, moi. Pas tire-bouchon, décapsuleur, c'est un décapsuleur comme ça. C'est quoi ça? C'est un manuel décapsuleur. Ah, d'accord. Alambic. Oh, c'est extraordinaire. Ah oui, d'accord. Alambic, c'est ça? Tu te rends compte, un badge peut tout faire aujourd'hui. Ok. Si on peut même l'accrocher, ça. Bah, vous me direz si vous arrivez à rentrer chez vous avec rien que votre badge. Passe Navigo, oui. Là. Ça peut faire aussi. Dites ça au contrôleur, on va voir. Bah, allez, je vous embête plus, désolé. Donc là, on enchaîne avec. Non. On reste a, amis quand même. on a enchaîné avec Même la si on pause n'était pas là, musicale et on après reste c'est à vous. Donc là, tu. Voilà, après, tout tu à l'heure, reprends. mon écrit, là. Qu'est-ce qui passe là comme musique? C'est qui là? C'est Bertrand Belin. Avec Barbara Carlotti. C'est un peu à la manière Charlie Couture. Ouais. C'est... J'aime bien, moi. Elle est fan, Nolwenn. Ah oui? Ouais, de lui. Là. C'est Bertrand Belin et Barbara Carlotti, c'est ça? Oui. Et le titre? Lentement. Ah oui, ça c'est lentement, oui. Bon. Qui m'appelle 2 fois déjà à cette heure-là? C'est pas vous? C'est pas l'un d'entre vous? 06 10 39 78 39? Non. Bon, alors ça va. C'est une voix un peu à la Bachung. Donc tu... Excusez-nous, mais tu peux peut-être prendre celui-là. Je prends celui-là. Non, mais ça fait rien, on va faire comme on fait. Bon, on va reprendre, hein, parce que sinon... Peut-être se boire une bière avant. Vous venez d'entendre Bertrand Belin et Barbara Carlotti pour le titre Lentement. Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous recevons Charles Berdugo, président directeur d'Ensemble, Joachim Tavares, président de Papy Happy, et Jean-Pascal Prévet, directeur de la région Île-de-France à la Banque de France. Alors nous commençons avec vous, Jean-Pascal Prévet, et aujourd'hui vous allez nous parler de l'accompagnement des entrepreneurs. Mais pour débuter, pourriez-vous nous faire un panorama sur le développement économique actuel en Île-de-France ? La situation économique en Île-de-France est favorable, voire même très favorable, hein, si on la compare à d'autres régions du territoire. Plus de la moitié des salariés en région Île-de-France travaillent dans les services marchands et les services sont extrêmement dynamiques, hein, tout type de services confondus. Donc on est vraiment dans une dynamique du monde des services depuis plusieurs années et qui demeure.
Sur l'industrie, c'est un petit peu moins bon, notamment parce que aujourd'hui, les consommateurs sont un petit peu incertains quant à leur positionnement en termes de motorisation. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de savoir est-ce que j'achète du diesel, de l'essence, de l'électrique, de l'hybride, etc. Ce qui fait que la demande des consommateurs a tendance à ralentir et les constructeurs français aujourd'hui sont dans une situation dans laquelle l'activité est moins dynamique qu'elle n'a été. Le bâtiment est très bien orienté. Alors les travaux du Grand Paris irriguent l'ensemble de l'Île-de-France sur les travaux publics et le second œuvre du bâtiment lui aussi est extrêmement dynamique. Donc on est dans une situation favorable. On a aujourd'hui un taux de chômage qui est historiquement bas dans la région et bon nombre d'entreprises nous disent que leur problème numéro un aujourd'hui c'est de recruter des salariés. Ils laissent certains contrats de côté parce qu'ils n'arrivent pas à recruter une main-d'œuvre disponible. Donc c'est plus du côté de la main-d'œuvre que les entreprises ont des difficultés que du côté de l'offre. Et les entrepreneurs sont optimistes pour cette nouvelle année? Oui, alors les entrepreneurs sont optimistes sur les prochaines semaines. Sur la prochaine année, nous sommes en train de dérouler un questionnaire sur l'ensemble des entreprises de l'Île-de-France et nous aurons les résultats et on communiquera sur ce sujet à la mi-février. Donc on pourra vous dire là précisément sur l'activité, la rentabilité, les investissements, comment les entrepreneurs d'Île-de-France voient l'année 2020. D'accord. Mais si on a une visibilité à quelques semaines, oui, ils sont plutôt d'accord. Mais écoutez, on vous réinvitera donc à partir de mi-février. Avec bien plaisir. Ça. D'accord. Alors vous êtes là aujourd'hui aussi parce que vous avez un rôle qui est assez méconnu du grand public et sur lequel nous souhaiterions que vous interveniez. C'est celui que vous jouez auprès des TPE, les très petites entreprises. Vous pouvez préciser, développer ? Oui, alors il n'est pas très connu parce qu'il est plutôt récent. La Banque de France s'intéressait principalement aux grandes entreprises, aux PME, notamment dans le cadre d'une cotation, la cotation des entreprises qui permet un accès au crédit bancaire favorisé, mais nous étions peu présents sur les TPE. Or, le constat qu'on a fait, c'est que un chef d'entreprise de TPE, il est au four au moulin, il est souvent un technicien, un spécialiste, mais par contre, il ne connaît pas bien les relations avec un banquier, comment on structure des dossiers pour demander du financement, comment je structure des tableaux de bord. Donc, la Banque de France a développé depuis 3 ans maintenant des correspondants TPE dans les territoires. Donc, dans chaque département d'Île-de-France, des chefs d'entreprise TPE qui auraient une thématique, quelle qu'elle soit, peuvent appeler la Banque de France, qui va les écouter et en fonction de ce qui va être dit par le chef d'entreprise, va soit les orienter vers d'autres acteurs, ça peut être un expert comptable, une chambre de commerce, une chambre de métier, un banquier, on parlait de la BPI tout à l'heure, donc on a tout un réseau vers lequel on peut orienter, voir si c'est un problème de financement, intervenir directement à travers le processus de médiation du crédit, où là, nous pouvons organiser un tour de table avec les banquiers de façon à rechercher ensemble une situation de financement. Alors soyons très concrets justement, Jean-Pascal Prévé, puisque vous venez de parler de ce nouveau service TPE. À quel numéro, par exemple, en Val d'Oise, vous avez dit dans chaque département? Donc, où faut-il téléphoner dans chaque département? Il y a une agence, on trouve le numéro sur Internet, comment fait-on? Oui, donc il suffit d'appeler la Banque de France de son département. Donc là, vous serez mis en contact avec le correspondant TPE ou par courriel, mais là aussi on trouve ça sur notre site. TPE, numéro de département, et vous serez directement mis en contact avec le correspondant. Voilà, donc en fait on va sur le site Banque de France générique, et c'est le site qui nous aiguille au bon endroit. Alors c'est un grand changement ce que vous venez d'annoncer, le fait que la Banque de France s'intéresse aux TPE, parce que en même temps on sait que les Français sont attachés à leur indépendance, on le voit bien quand les dernières études montrent que les jeunes veulent créer leurs propres entreprises, mais ça montre aussi que le paysage, peut-être que la Banque de France tient compte du paysage économique qui fait que 90% de l'économie, c'est les TPE. Ben oui, aujourd'hui, on le voit bien, de nombreux jeunes souhaitent créer leur entreprise, et la plupart du temps, ce sont de très petites entreprises, avec des gens qui n'ont pas forcément de compétences économiques. Donc non seulement on a mis en place ces correspondants TPE, mais on vient d'ouvrir un site, alors là c'est tout à fait
récent, on vient d'ouvrir un site qui s'appelle mesquestionsdentrepreneur.fr. Donc là, vous allez sur Internet, vous tapez tout attaché, sans espace, sans apostrophe, mesquestionsdentrepreneur.fr. Et là, vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Comment je peux trouver un financement, comment préparer un business plan, comment organiser une relation avec un banquier, avec un assureur. Donc sur ce site, vous trouvez des explications simples, pédagogiques. Et c'est un portail qui renvoie vers d'autres sites. Donc nous avons des partenariats avec un certain nombre d'acteurs qui sont pour nous vérifiés, c'est-à-dire ce sont des acteurs de confiance. Le chef de TPE, à partir de ce site, va pouvoir se faire une idée à partir de mots-clés, à partir de questions. Il y a une multiplicité de choses qui lui est proposée. On vient de le mettre en fonctionnement, donc n'hésitez pas à le tester. mesquestionsdentrepreneur.fr. Voilà, c'est tout simple. Alors, Joachim Tavares, ça vous intéresse beaucoup, cette nouvelle perspective de la Banque de France? J'avais une toute petite question, savoir si effectivement c'est sur l'île de France, mais lorsqu'on vit en Bourgogne par exemple, est-ce qu'on peut effectivement bénéficier de cela? Oui, absolument. Donc, les correspondants TPE ont été mis en place dans tous les départements. D'accord. Donc vous avez dans tous les départements de Bourgogne ces correspondants TPE. Et bien évidemment, le site mesquestionsdentrepreneur.fr est un site national. Donc vous y accédez également. Un point précis sur les formations, parce que souvent ce sujet revient avec les TPE, c'est tout ce qui concerne la TVA, qui est un mécanisme à la fois simple et compliqué. Vous soutenez aussi, vous êtes là pour les former? Non, alors on ne forme pas explicitement, mais par contre, si on identifie qu'il y a un problème de cette nature-là, on va rechercher le meilleur partenaire susceptible d'accompagner le chef d'entreprise. Vous faites le lien. On fait le lien, ouais, mais on ne va pas directement faire une formation, par exemple, sur la TVA. Alors, dites-moi, Jean-Pascal Prévet, vous avez aussi mis en place 2 offres de services qui s'appellent Géode et Opal. Alors, comme toute démarche marketing, vous avez des très jolis noms, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je commence par Opal, c'est le plus simple. C'est un outil en ligne à destination des chefs d'entreprise. Donc vous pouvez 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 utiliser cet outil. Et cet outil vous permet de vous positionner par rapport à votre secteur d'activité sur une batterie d'une quinzaine de ratios. Donc vous voyez en termes de rentabilité, de structure financière, de trésorerie, quelle est votre situation et comment vous positionnez par rapport à votre secteur. Il y a une deuxième possibilité dans Opal, c'est de faire en ligne un prévisionnel. D'accord. Et alors, je vous interromps, pour l'entreprise qui fait ça, c'est totalement gratuit? C'est pas gratuit sur Opal. Vous payez avec une carte bancaire, donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement simple. Le diagnostic et le positionnement par rapport au secteur coûtent 200 €. Et si vous voulez utiliser le diagnostic prévisionnel, c'est 300 € en complément, donc 500 au total. Donc en fait, vous voyez que pour une entreprise, même une TPE, c'est d'un coût qui est extrêmement modeste. Et c'est surtout quelque chose qui va permettre derrière d'avoir une remise d'un document avec des graphiques, qui va permettre d'aller parler à son banquier, qui va parler éventuellement à son expert comptable, parce qu'il s'agit d'aller plus loin par exemple avec son expert comptable. Donc là, ça vous fait un point d'entrée pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. C'est vraiment un produit très graphique pour des responsables de TPE, de façon à aider leur dialogue, notamment avec les banquiers. Et effectivement, c'est un bon baromètre, je pense, aussi pour les patrons de TPE, parce que bien souvent, ils se posent des questions sur leur performance vis-à-vis de leur concurrence ou vis-à-vis de leurs collègues. Ils n'ont pas d'informations. Donc, à travers ce service, vous leur proposez justement d'avoir une visibilité sur ce qui se passe dans leur métier, sur leur concurrence. Absolument, et ça fait partie des nouveautés. Vous parlez tout à l'heure de la digitalisation, de ce que permettent les nouvelles technologies. C'est des nouveautés. Nous venons d'ouvrir ce service il y a quelques mois, donc il est aujourd'hui en phase de décollage. Très bien. Et Géode alors? Alors Géode, c'est quelque chose qui est plus ancien et qui est un accompagnement personnalisé des entreprises. Donc là, c'est dans des cas très particuliers sur lesquels le chef d'entreprise a soit un projet d'investissement, soit un problème de financement véritablement lourd à traiter. Et donc là, nous pouvons... Alors là, c'est une prestation de service, comme le font certains cabinets conseils. C'est une prestation de service. On se déplace dans l'entreprise pendant toute une demi-journée. On fait une analyse de la situation et de la trajectoire de l'entreprise. Et là, c'est une prestation... de service qui est payante et qui coûte aux alentours de 3 500 € sur l'intégralité de la prestation.
Et là, vous couvrez toute la France ou c'est Oui, on couvre, ce que je toute vous la dis là, France effectivement, on couvre toute la France. Hein. C'est vrai en Ile-de-France, mais c'est vrai dans tous les départements. Et vous arrivez à répondre à toutes les demandes dans des délais raisonnables? Oui, alors s'agissant d'Opal, l'outil est très automatisé, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez faire ça, y compris le dimanche, pour un chef d'entreprise qui est tout le temps très pris, il n'y a pas de souci. Et puis sur Géode, oui, nous répondons en moins de 3 mois, le diagnostic est totalement bouclé et le rapport remis au chef d'entreprise. D'accord. Alors, il y avait un autre sujet sur lequel nous souhaitions vous interroger, c'est que vous avez créé la Cité de l'économie. Vous pouvez nous en dire un peu plus et nous la présenter? Oui. Aujourd'hui, il est vraiment très compliqué pour les citoyens de se positionner dans un monde économique très complexe. Vous parliez tout à l'heure on voit bien les relations internationales, vous parliez de Boeing. Et donc aujourd'hui, on a un vrai besoin pour les citoyens de comprendre l'économie. Alors c'est un sujet qui est vrai en France, il est vrai dans d'autres pays de l'OCDE. D'ailleurs, l'OCDE a un groupe qui travaille sur ce sujet. Et donc la Banque de France souhaite contribuer à améliorer la connaissance économique de nos citoyens. Et d'ailleurs, l'État a confié à la Banque de France une mission de coordonnateur de cette mission d'éducation économique et financière des publics. Alors, il y a une multiplicité de choses derrière, mais pour répondre plus concrètement à votre question, nous avons signé des conventions avec l'Éducation nationale et nous avons ouvert ce musée de l'économie, qui est à Paris, dans le 17e arrondissement, principalement pour les enseignants. Donc nous recevons des classes, nous recevons des enseignants. C'est dans les très beaux bâtiments de la Banque de France connus. Voilà, de Malesherbes, voilà, donc très beaux. Alors, vous aurez en plus, si vous y allez, effectivement, le plaisir de voir ce bâtiment totalement rénové et qui est absolument magnifique. Mais les enseignants peuvent venir avec leur classe et il y a une multiplicité d'ateliers. Je ne sais pas si vous connaissez la Cité des Sciences, par exemple, mais c'est un peu sur cette thématique-là. Donc on a beaucoup de jeux interactifs de façon à ce que les jeunes comprennent l'économie sous un angle plus ludique. Et derrière ça, nous avons mis aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, derrière Citéco, des ressources pédagogiques pour qu'ils puissent illustrer des phénomènes économiques avec leurs élèves. Voilà. Donc la Cité de l'économie est ouverte à tout le monde. Donc vous et moi, même si nous ne sommes pas avec des enfants ou nous avons dépassé l'âge d'aller à l'école, vous pouvez visiter la Cité de l'économie qui est ouverte tous les jours. Et l'idée, effectivement, est de contribuer à améliorer la connaissance économique de nos concitoyens. Nous voyons bien dans votre démarche en fait que vous tentez, enfin vous voulez vous ouvrir davantage par rapport à votre activité, que ce soit pour les entreprises, les TPE, ou je dirais même la population que vous avez évoquée, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants, les élèves dans les lycées, les particuliers, pour justement vous aller au plus proche d'eux. On va effectivement au plus proche et surtout on essaie de développer nos actions en direction des publics les plus fragiles. Donc parmi les entreprises, ce n'est pas forcément l'entreprise du CAC 40 qui a besoin d'avoir un entretien avec la Banque de France. Par contre, un chef d'entreprise qui, lui, n'est pas staffé et s'occupe du chantier, s'occupe des devis, s'occupe de la facturation et a un peu de mal à prendre du recul, lui a certainement beaucoup plus de besoins. Et globalement, c'est vrai aussi sur les personnes en situation de fragilité financière, parce que vous savez que la Banque de France contribue à traiter les situations de surendettement des ménages, mais au-delà de ça, pour faire de la prévention, nous formons en région Île-de-France, et c'est vrai dans les autres régions, mais nous formons dans chaque département plusieurs centaines de travailleurs sociaux tous les ans, de façon à ce que ces travailleurs sociaux puissent pousser les gens qu'ils reçoivent à structurer leur démarche budgétaire de façon à prévenir des situations de surendettement. Donc effectivement, là aussi, public fragile, on essaie de contribuer à cette cohésion sociale à la fois vers les entreprises les plus petites, vers les jeunes, vers les Français, vers les particuliers, et vers les en particuliers. Fait. C'est bien ça. Donc 2 axes finalement pour 2020. Le nouvel axe, c'est le nouvel axe TPE, ce que les nouveaux services que vous venez de présenter, et puis ce dont vous venez de parler, l'axe pour les particuliers, où là aussi, ouverture de la Banque de France cette année. Si on a envie, on peut vous contacter et vous nous recevez. Alors par contre, sur quel site va-t-on pour pouvoir vous rencontrer? Alors en général, alors si c'est un contact avec un correspondant TPE, ça commence par un contact téléphonique.
Hein, on échange par téléphone. Si c'est un contact avec les entreprises, la plupart du temps, nous nous déplaçons. Donc les entreprises peuvent venir à la Banque de France, prendre rendez-vous et venir, bien sûr. Mais si l'entreprise est un peu structurée, on préfère aller voir le chef d'entreprise dans ses propres locaux. Et donc là, pareil, on se fait aiguiller sur le site internet. Oui, absolument. Donc, ou même vous décrochez votre téléphone. Hein, donc, vous aurez Faut un pas hésiter rendez-vous à téléphoner. Absolument. En fait. Vous aurez un rendez-vous avec la Banque de France. Si c'est une thématique TPE, on répond dans les 48 heures. Si c'est une thématique de financement et médiation du crédit, là aussi, on répond dans les 48 heures. Et si c'est une demande de rendez-vous pour avoir un échange sur la situation économique, en général, on arrive à avoir un rendez-vous dans le mois en cours. Hein, donc, c'est très rapide. Et pour les particuliers en situation d'endettement, par exemple, quel est le délai de la prise de rendez-vous? Alors, pour les particuliers en situation de surendettement, donc eux, ils déposent un dossier de surendettement et nous traitons leur dossier qui passe en règle générale en commission de surendettement en 5 à 6 semaines. Voilà. Mais à partir du moment où le dossier est déposé, il passe très vite en commission et les particuliers sont protégés puisque l'ensemble des poursuites va s'arrêter le temps de trouver une solution pérenne à l'endettement. Et cette solution, nous la trouvons en moyenne entre 3 et 4 mois. Alors avant de faire une nouvelle pause musicale, Jean-Pascal Prévet, on va peut-être rappeler le nouveau service que vous avez évoqué, le site internet pour les TPE. Le nom du site, s'il vous plaît. Mes questions d'entrepreneur, tout attaché. Qui complète donc le site de la Banque de France classique. Et qui complète aussi un autre site pour les particuliers qui s'appelle Mes questions d'argent. Là aussi tout attaché, on aime bien tout attaché. Mesquestionsdargent.fr. Et là vous avez énormément de choses qui concernent votre vie courante. Vous avez même des modèles de lettres. Vous avez véritablement beaucoup. Et ça on ne sait pas effectivement. C'est pour ça que je suis près de vous. Hein, voilà. Ces outils-là sont tout neufs, sont tout nouveaux et donc il convient de les faire connaître. Donc n'hésitez pas, vous allez sur Internet et puis vous découvrez ces sites et vous verrez, il y a beaucoup de services qui vous sont proposés. Alors vous avez parlé également pour les entreprises la possibilité d'utiliser Géode et Opal. Là, on passe par comment on fait pour avoir accès à ces deux services? Alors Opal est un service en ligne, donc là sur le site internet de la Banque de France, vous trouvez Opal. Par contre, s'agissant de Géode, c'est une prestation à dire d'expert, on se déplace dans l'entreprise, on envoie un analyste spécialisé, donc là il faut appeler la Banque de France pour la prise de rendez-vous. Voilà, pour la prise de rendez-vous. Merci pour tous ces rappels, Jean-Pascal Prévet. On va faire une pause musicale et après on revient avec vous bien sûr parce qu'on aimerait vous entendre sur les startups. Tu sais, il rêve à autre chose. Il faut qu'il se prépare. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, je dis que quelquefois, ça t'arrive d'être dans tes rêves. Non, mais j'ai le casque. Oui. J'entends rien du tout. Bah, c'est pour ça. Arrête de te moquer, toi. C'est Halloween aujourd'hui ou quoi, là? C'est Halloween. Et là, tu nous passes quoi, là? Là, bébé Rexa. Comment? Bébé Rexa. Je sais pas, c'est madame qui a choisi ça. Non, mais dès que j'ai le temps, je m'occupe d'une autre base musicale. Et le titre? You can't stop the girl. You can stop the girl. Ben voilà. On ne peut pas arrêter les femmes. Sur vos intervenants en, fait, en département, en région, pourquoi vous ne communiquez pas auprès des entreprises? Est-ce que vous voulez intervenir et poser des questions plus précises? Vous Non, connaissiez ces services de la super. Banque de France? Bah, c'est ce que je viens de dire. C'est dommage, c'est super intéressant. On est pas au courant, là. On essaie de communiquer, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le tissu, oui, c'est récent bien sûr, mais le tissu économique est très atomisé. Bien sûr, ouais. Donc avant qu'une offre nouvelle, parce qu'elle est nouvelle, touche une proportion importante de TPE, il faut quand même un peu de temps. Donc, bien sûr, par contre, ce que je fais là, ça va être... Mon fils, il va payer 200 €. Ouais, mais c'est bien. Développer cette information. C'est bébé Rexa ou c'est hyper intéressant. Rexa. Moi, je viens d'être au public, donc j'ai connu effectivement plein de petites boîtes. Effectivement, souvent ils sont perdus parce qu'ils ne connaissent rien. En fait. Absolument. La finance, c'est pas toujours un truc, donc c'est génial. Ah oui, c'est génial. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé monsieur pour qu'il vienne aujourd'hui. Ça fait un mois qu'on a pris rendez-vous. Et puis
nombre d'entreprises sont bien sûr très importantes, mais alors justement, dans les territoires... j'aimerais bien que lorsqu'on parle des startups, là, vous nous parliez aussi, moi j'avais envie de vous poser des questions sur la Tech 120, la fameuse liste dont vous avez parlé, enfin liste, moi j'appelle ça une liste, hein. Mais comment ça se matérialise? Parce qu'il y a le CAC 40, vous avez, hein, c'est ça? C'est toi qui fais ça. Donc vous voulez pas poser de questions, c'est bon? Vous avez tout compris? Ouais, c'était très clair. Ouais, ça c'est clair. Bon. Vous venez d'écouter Bébé Rexa avec le titre You Can Stop the Girl. Et au bar de l'économie aujourd'hui, nous sommes avec Charles Berdugo, président directeur d'Ensemble, Joachim Tavares, président de Papi Happy, et Jacques-Pascal Prévet, directeur de la région Île-de-France à la Banque de France. Jean-Pascal Prévet, pour terminer en fait l'entretien, nous souhaiterions vous interroger sur le suivi que vous mettez en place pour les startups, ou l'accompagnement plutôt, parce que les startups, on sait que c'est un business model très particulier, différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Comment vous appréhendez ? Alors, s'agissant des startups, pour nos auditeurs, en fait, ce sont des entreprises qui se créent sur la base d'un concept particulier et qui ont souvent pour caractéristique de se développer très très rapidement, mais en faisant des pertes, souvent financières, et en consommant de la trésorerie dans leur première année d'existence. Donc évidemment, si on utilise l'analyse, et je pense notamment aux banquiers, aux financeurs, aux capital risqueurs, l'analyse classique que l'on peut faire sur la capacité à générer du cash et de la rentabilité, bien sûr, les startups ne répondent pas à ce modèle. Donc nous, Banque de France, qu'avons-nous fait sur ce sujet? Bon, d'abord, on s'est associé à toute la démarche que les services de l'État avaient mis en place en demandant à chacune des entreprises publiques ou des ministères ce qu'elles pouvaient faire pour accompagner les startups. Alors très concrètement, pour la Banque de France, on fait deux choses. La première, c'est qu'on fait évoluer notre système de cotation de façon à coter les startups différemment de la cotation des entreprises habituelles. Et notamment, nous donnons beaucoup de place à l'analyse de leur trésorerie, parce que souvent, tout à l'heure vous avez parlé de startups qui avaient fait des levées de fonds. Souvent, des startups font des levées de fonds relativement importantes. Et ces fonds permettent d'avoir une visibilité sur 24, 36 mois, même si l'entreprise va faire des pertes. Donc il faut l'analyser totalement de façon différemment. Donc nous, on s'est engagé par rapport à la démarche dont vous parlez tout à l'heure, French Tech 120, et globalement les correspondants French Tech dans les territoires, on s'est engagé à avoir un accompagnant et une analyse différente des startups. La deuxième chose, c'est qu'on oriente les startups vers un certain nombre d'acteurs. Alors ça peut être des acteurs internes. Par exemple, nous avons un lab à la Banque de France, nous avons un lab qui est dans l'innovation technologique, qui est dans la blockchain, qui maîtrise l'ensemble de ces technologies. Et on peut, alors parfois d'ailleurs on s'associe avec des startups pour mettre en place des projets. On a créé une blockchain avec une startup s'agissant par exemple des autorisations de prélèvement. Donc il y a une blockchain qui fonctionne. Deuxième chose, on peut orienter, vous parliez tout à l'heure des fintech. Alors pour les auditeurs, les fintech, ce sont des startups qui travaillent dans le monde, on va dire, de la finance, c'est-à-dire les comptes bancaires, l'assurance, etc. Or, ces activités-là sont des activités qui sont régulées, qu'il y a des régulateurs qui contrôlent les banques, les assurances. Et donc lorsqu'on voit et qu'on entend un créateur et qui est dans un développement de start-up, eh bien nous le mettons en contact avec nos propres services de contrôle, la CPR pour les banques et les finances, de façon à ce qu'ils puissent être tout de suite en contact avec le régulateur, de façon à ne pas partir dans des directions sur lesquelles après ils n'auraient pas un agrément. C'est-à-dire que dès que vous voyez qu'il y a une création d'entreprise dans ce domaine, c'est ça que vous voulez dire, vous l'identifiez et vous prenez contact avec lui? Alors, on ne l'identifie pas forcément, parce que des startups, il y en a vraiment beaucoup. Ben oui. Par contre, alors, nous sommes, par exemple, la Banque de France est présent à la station F. La station F, donc un très grand, à Paris, un très grand centre de start-up, incubateur. Et nous sommes présents une demi-journée par semaine. Et on voit systématiquement des start-upers qui passent nous voir. Et ceux d'entre eux qui sont sur des thématiques financières, effectivement, on les oriente vers les régulateurs pour être accompagnés et qu'ils obtiennent un agrément dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, donc soit par rapport aux start-upers, on les renvoie vers d'autres acteurs externes de financement par rapport à leur cycle de développement, soit on l'envoie vers des acteurs Banque de France, que ce soit le Lab dont je parlais tout à l'heure, la CPR, ou des sociétés, enfin des régulateurs sœurs, par exemple l'AMF pour les marchés financiers. Donc, nous avons les contacts à l'AMF qui permettent de gagner du temps pour les start-upers. Alors quel est l'intérêt pour la Banque de France d'avoir un lab ? Bah écoutez, l'intérêt il est multiple. Aujourd'hui, la technologie évolue à une vitesse extrême et aujourd'hui tout est impacté. Donc par exemple, je vous donnais ce que nous avons mis en place aujourd'hui sur les ordres de virement. Auparavant, il nous fallait une semaine entre une demande d'un établissement bancaire pour structurer cette demande et l'intégrer dans les bases. Aujourd'hui, grâce au Lab, on a mis en place avec une start-up une blockchain. Aujourd'hui, en moins de 24 heures, ce qu'on faisait avant en une semaine, c'est fait en 24 heures. Voilà. Le développement de l'intelligence artificielle, prenons l'analyse des entreprises, il est clair que si on se projette dans 15 ans, l'utilisation des données qui sont sur le net et l'utilisation de l'intelligence artificielle sera pour nous un élément indispensable à maîtriser. Donc il faut que nous soyons dans ce mouvement-là. Et d'ailleurs, la Banque de France est une banque qui est très en avance par rapport à d'autres banques centrales, notamment au sein de l'eurosystème. Nous sommes très investis sur ces thématiques nouvelles. Alors justement, ça me fait penser que, il me semblait qu'on ne pouvait plus ouvrir de compte bancaire à la Banque de France. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, puisque la Banque de France est une banque centrale, donc nous tenons les comptes de l'ensemble des établissements bancaires. Nous refinançons, en concertation avec la BCE, nous refinançons les banques, mais nous n'avons plus du tout de contact. Nous ne sommes pas le banquier des particuliers, nous sommes le banquier des banques. Voilà, donc quand vous allez faire des innovations, finalement, après, ça va se répercuter dans les autres banques, j'imagine. Oui, alors ça va se répercuter dans l'exemple de la blockchain tout à l'heure. Les autres banques sont bien sûr impactées par ça, elles en bénéficient. Et il est important aussi que la Banque de France soit à la pointe de ces technologies, parce que si vous prenez les contrôleurs bancaires de la CPR, par exemple, les banques aussi développent des outils nouveaux. Donc il faut les comprendre, il faut les maîtriser si vous voulez pouvoir les réguler. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon super complet, on peut dire, Jean-Pascal Prévet, ce matin. On va faire une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes avec tous nos invités. Moi, j'interviens plus pour la suite. C'est Dominique qui va gérer. Vous le lâchez. Je le lâche. Je ne sais pas si c'est une chance pour vous. Elle va revenir. Elle reste, regarde. Elle va rester. Bah, je suis obligée. Je suis coincée là. Bah oui, regarde. Oui. Moi, je fais caméraman. Et là, tu nous as mis quoi, Philippe? Là, c'est Claudio Capéo, plus haut. Par contre, je suis désolée, moi, à 24, quand l'émission Il chante s'arrête, je quoi vais plier bagages très vite. Parce que j'ai rendez-vous à la nuit. Plus haut. J'ai un rendez-vous, donc il faut que je me dépêche. Alors, 6 minutes pour atteindre mon rendez-vous. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Non, ça va. C'est marché vite. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce matin. C'est courageux, surtout de venir de Bourgogne. Bravo. Non, mais en fait, j'étais à Paris hier. Donc, Ah oui. En fait, quand on vient en décalé, ça se passe super bien. Oui. Je suis parti hier de chez moi, il était 5h, j'ai mis 1h20 pour venir. Ah oui. Et ça se passe très bien. Ah, mais il n'y a personne sur la route. Ah bah c'est sûr. Tu vas passer à 8h. Les grands jours de grève sont idéaux pour Oui. Non, mais c'est... prendre la voiture. Faut partir très tôt. Tout le monde fait du télétravail, etc. Mais vous n'êtes pas déjà passé par de l'économie? Je crois pas. Ah bon. Je pensais que vous Ici étiez... même dans ces locaux? Oui. Non, je suis jamais venu ici. Vous n'êtes jamais venu ici? Il devait pas venir l'année dernière? Alors, je vous avais proposé à plusieurs reprises, c'est pour ça que... Ah, c'est pour ça, parce que votre nom n'est pas inconnu. Et ça n'avait pas pu se faire, c'est ça? On a décalé à chaque fois. Non, c'était avec d'autres intervenants, mais au final... Non, parce que le nom de monsieur n'est pas inconnu, alors... Et Florence a fini par dire oui, alors?
Mais bon. Bon, allez, on va y retourner. Ah, moi j'attends le feu vert. C'est toi qui vois. Vous venez d'écouter Claudio Capéo, avec son titre Plus haut. Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous recevons Jean-Pascal Prévet, directeur de la région Île-de-France à la Banque de France, Joachim Tavares, président de Papy Happy, et Charles Berdugo, président-directeur d'Ensemble. Alors, Ensemble, c'est une société que l'on retrouve sur Internet. Vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Ensemble et vous y êtes. Une petite précision, Ensemble, ça ne s'écrit pas avec un E à la fin. C'est E-N-S-E-M-B-L apostrophe. C'est une démarche très innovante car ce site est dédié aux personnes âgées afin de maintenir autant que possible l'autonomie et le maintien à domicile de ces personnes âgées, mais c'est aussi innovant sur l'aspect réseautage, si je peux me permettre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu plus ? Bien sûr, avec plaisir. Et donc, Ensemble est un réseau de voisins, donc qui ne concerne pas les personnes âgées. En général, ils sont très peu connectés. Il concerne nous tous, tout le monde. Donc, jeunes, moins jeunes, etc. L'idée, c'est de venir trouver là des voisins de son immeuble, de son quartier, de sa ville, et de pouvoir échanger avec eux. On peut échanger des centres d'intérêt, on peut échanger des services, on peut faire du troc, du prêt, du don d'objets. Le réseau peut vous signaler, si vous êtes un amoureux de la philatélie, qu'à 122 mètres, monsieur ou madame Intel sont aussi des amoureux de la philatélie, si vous voulez rentrer en relation avec eux, pour lesquels. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'outiller un peu ce lien social, de créer par ces échanges de services concrets. Je peux chercher une babysitter recommandée par mes voisins, je peux chercher quelqu'un pour m'aider à monter mon armoire, me former à l'outil informatique, me dépanner, etc., etc. Et donc il y a là naturellement un vecteur majeur qui est celui du voisin, c'est un vecteur de lien social d'abord, c'est aussi un vecteur de solidarité. Et donc on vient sur Ensemble pour créer ces liens, pour échanger avec ses voisins sur tous les thèmes qui nous intéressent. Et donc cette relation de voisinage peut prendre des formes d'ordre pratique, peut-être des formes d'échanges culturels, d'échanges locaux, et évidemment, viennent s'associer à ce réseau tous ces acteurs de la vie locale, que sont les associations, les commerçants, la collectivité, rentrent dans la danse. Tous ces acteurs qui ont besoin de communiquer avec les habitants du territoire. Et évidemment, à ce moment-là, on va pouvoir commenter le théâtre local, commenter le match de foot local, etc. Donc on est dans la proximité et l'hyper-proximité, parce qu'il y a évidemment la dimension immeuble, qui est une dimension très importante au sein du réseau Ensemble, et il y a évidemment la dimension quartier et ville. Et donc voilà, on vient pour échanger des services, des centres d'intérêt, et évidemment, le réseau est un réseau qui va créer du lien et dynamiser cette vie locale. Et pour ce qui nous concerne, on ne va pas le mettre au service comme d'autres réseaux de voisins. Il en existe d'autres aux États-Unis, en Allemagne. Et pour ce qui nous concerne, on a considéré que ce vecteur du voisin mérite tellement de profondeur pour être mis à dose d'escient de modèle. Et donc, nous, on le met au service de la solidarité des personnes âgées, dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, on va venir, par exemple, faire des travaux qu'on a réalisés par exemple avec la CNAV. On a fait d'énormes travaux avec la CNAV et 10 villes pilotes qui nous ont permis de faire la démonstration qu'un réseau de voisins pouvait être mobilisé pour être mis au service de l'isolement des personnes âgées. Mais dites-moi, comment vous est venue cette idée, personnellement? Comment vous en êtes arrivé à dire, tiens, c'est une idée que je voudrais développer et mettre en œuvre? Alors, moi j'ai été entrepreneur dans ma vie dans le monde de la technologie et des services. Et en parallèle à cette vie entrepreneuriale, j'étais très actif, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, dans un monde associatif. Et j'ai vu combien, au sein de ce monde associatif, il était très 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 difficile de mobiliser des bénévoles. Ces bénévoles ont d'autres chats à fouetter, c'est un turnover énorme, et on reconstruit à chaque fois en partant de zéro avec les nouveaux. Et j'ai vu combien la difficulté était grande. Et finalement, d'idée en idée, je me suis dit que quelque part, les gens sont très occupés, sont pris. Pourtant, nombreuses sont ces personnes qui souhaitent rendre service, et probablement qu'il y avait une disruption, il y avait une réflexion nouvelle à apporter. Et d'où le fait de parler de ce bénévolat par opportunité, cette solidarité par opportunité,
C'est-à-dire, si vous pouvez le faire, quand vous pouvez, on ne va pas vous systématiser, vous estampiller bénévole et vous rappeler à chaque fois parce que vous n'avez pas le temps. Et donc, l'idée, c'est de dire, si on avait un réseau qui pourrait intéresser tout le monde pour venir faire ce qu'ils veulent, moi, je peux être intéressé juste par le caviste d'en bas de chez moi, par le théâtre, par l'association de parents d'élèves de la classe de mon enfant, ou par échanger autour de thèmes de la pétanque ou du tennis ou de je ne sais quoi. Et en venant sur ces thèmes d'intérêt qui sont des thèmes locaux d'intérêt, si on m'interpelle sur un besoin de solidarité, un besoin de petit coup de main local, à un moment où je le peux le faire et que ceci se passe à côté de chez moi, c'est Madame Michu qui n'a vu personne depuis 3 semaines et qui aimerait juste avoir une visite de convivialité, pouvoir voir son pack d'eau remonter ou jouer au Scrabble le mercredi matin, et sa vie est complètement transformée. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que cette solidarité par opportunité, quand je peux et si je peux et à côté de chez moi, fonctionne merveilleusement bien, que finalement la France n'est pas si individualiste que ça, que les gens sont prêts à rendre service pour peu qu'ils puissent le faire de manière ponctuelle et à un moment donné où ils peuvent et quand ça se passe pas loin de chez eux. C'est ça la révolution. Alors dites-moi, on comprend bien en fait que ce qui vous conduit, votre moteur, c'est de créer ce lien social. Concrètement en fait, comment ça fonctionne pour des personnes qui sont Madame Michu ou Monsieur Dupont ou Monsieur Durand? Comment ça fonctionne pour eux? Donc vous vous inscrivez comme dans d'autres réseaux sociaux, si vous connaissez Facebook, on s'inscrit, c'est gratuit. Sur le site Ensemble. Ensemble, voilà. Avec la www.ensemble sans e.fr et vous êtes inscrit, c'est gratuit. On va vous demander évidemment votre code postal, votre adresse également pour pouvoir vous géolocaliser. Et à partir de là, vous êtes mis en relation avec vos voisins, dans l'immeuble s'il en existe, dans le quartier et dans votre ville, et vous commencez à échanger. Vous pouvez tout de suite pianoter sur votre clavier, vous cherchez des services, vous cherchez de l'aide, vous voulez apporter de l'aide, vous voulez échanger autour de centres d'intérêt, et voilà, et vous êtes en relation avec ses voisins dans la vie réelle. C'est ça le point intéressant, c'est que toutes ces mises en relation sont des relations qui se prolongent par la rencontre. Évidemment, parce que aller toquer à la porte ou accoster quelqu'un est difficile. Nous voyons là que nous outillons ce lien social, que tout le monde a envie de rentrer en relation avec ses voisins, mais finalement c'est très 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 compliqué. Alors effectivement, on a une certaine opposition entre la vie aujourd'hui, enfin la situation qu'on connaît aujourd'hui où il y a très peu de contact en fait entre les voisins, et à travers en fait un site internet, à travers quelque chose qui est complètement digital, vous recréez ce lien. Donc ça c'est une bonne chose. Alors pour tout vous dire, en fait, pour préparer l'émission, je suis allé sur votre site et pour compléter ce que vous dites pour nos éditeurs, c'est effectivement en allant sur Ensemble, c'est très simple, c'est très, je dirais, ludique et très facilement exploitable. Maintenant, si on prend votre casquette d'entrepreneur, comment vous avez construit votre business model et comment vous faites fonctionner en fait ce modèle? Donc le positionnement que nous avons choisi est un positionnement de gratuité totale du réseau, pas de pub, pas de commercialisation de données. C'est un site qui se veut être très institutionnel et parce qu'il veut servir cette solidarité locale. Et donc pour servir cette solidarité locale, nous avons fait le choix d'avoir un modèle économique qui soit assis autour de développement d'applications mises à la disposition des collectivités et des acteurs de l'habitat, les bailleurs sociaux, les résidences pour personnes âgées. Et ces acteurs-là, la ville, la collectivité, le CCAS, le Centre communal d'action sociale d'une ville, mais c'est aussi le département. On est vite passé à l'échelle du département qui est porteur de ces budgets de solidarité. C'est eux qui financent alors? Ah oui, ils payent un abonnement annuel pour pouvoir bénéficier d'une application qui s'appelle Solidarité, en l'occurrence, Solidarité. Cette application va leur permettre de piloter cette solidarité au sein de leur territoire, mobiliser le voisinage autour de l'isolement des personnes âgées, fragilisées, handicapées, et pouvoir également avoir tout un ensemble d'éléments statistiques sociaux. C'est vraiment des lunettes sociales pour un département, pour une ville, et pouvoir ainsi piloter son territoire sur le plan social, faire du sondage, avoir une communauté collaborative de coordination locale. Quel enjeu que celui de la coordination locale. Et évidemment, le digital le permet. Aujourd'hui, il se fait beaucoup au travers de réunions tous les mois, alors que les enjeux sont temps réel. Alors, cher Père Dugo, j'ai encore 2 petites questions pour vous. La première, c'est que
Vous avez parlé des villes et des départements. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une couverture qui est totalement nationale ou est-ce que c'est une couverture qui est localisée uniquement dans certaines villes? Alors, elle est totalement nationale, évidemment. Tout le monde peut s'inscrire de toutes parts. Oui. Mais évidemment, les villes, après, signent des partenariats avec nous. Il y a aujourd'hui, toutes les plus grandes villes de France sont déjà sur le réseau. Nous avons signé des accords avec 18 départements et bientôt on va passer à 25 départements. Et donc, c'est parti. Et de plus en plus, les bailleurs sociaux sont rentrés dans la danse parce qu'eux-mêmes veulent créer du lien social. Ils le font déjà depuis quelques dizaines d'années et ne nous ont pas attendus. Mais là, on apporte un outil nouveau qui leur permet de créer du lien social, de pacifier l'habitat, mais aussi de pouvoir mobiliser le voisinage de leur patrimoine immobilier pour le mettre au service des personnes âgées. Et ces bailleurs vont aussi s'abonner à une application qui va leur permettre de piloter ce lien social et cette solidarité au sein de leur patrimoine immobilier. En Ile-de-France, ça roule 100%? Bah, ça roule bien. Après, il y a juste à côté de chez vous, ici à Anguin, il y a la ville de Saint-Gratien, par exemple, qui est très active. Le département du Val d'Oise est un partenaire parmi d'autres. Et évidemment, tout le monde n'est pas à la page du numérique. Il y a encore beaucoup de collectivités qui pensent et qu'il est inimaginable que le numérique vienne au service du lien social, comme vous l'avez dit si naturellement, tout le monde ne le pense pas encore dans les collectivités. Donc, en même temps que nous avançons vite avec les collectivités qui ont tout compris sur le thème du digital au service du lien social dans la vraie vie, il est évidemment des collectivités qui sont dans une forme d'inertie, mais on voit quand même cette accélération digitale rentrer aussi dans les collectivités. Et je dois vous avouer que les travaux que nous avons fait avec la CNAV. Alors, je voulais y venir justement, vous l'avez cité. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus en détail quel type de partenariat vous avez créé avec la CNAV? Avec la CNAV a lancé 2 appels à projets en 2014 et en 2017. C'est la CNAV Île-de-France. La CNAV, c'est la Caisse d'assurance vieillesse. Exactement. Et c'est l'action sociale de la CNAV. Et ils ont lancé un appel à projet dont nous avons été lauréats et qui nous a permis de nous déployer au sein de 10 villes pour pouvoir tester et apprendre sur le terrain, à voir comment un réseau de voisins pouvait se mobiliser sur le terrain pour pouvoir se mettre au service de l'isolement des personnes âgées et fragilisées, évidemment en contournant tout un ensemble de problématiques de sécurité bien sûr, de confidentialité, mais aussi de fracture numérique des personnes âgées parce qu'elles ne sont pas connectées. Et évidemment, il fallait apprendre à contourner ça pour venir leur apporter ces voisins qui veulent venir à leur côté pour passer du temps et apporter des menus services. Donc on l'a fait sur 10 villes avec la CNAV de France. Il y a un deuxième appel à projet en 2017 qui concernait cette fois-ci l'habitat. On l'a fait avec un groupe qui s'appelle Action Logement. Le bailleur social s'appelle Érigère. Il y avait aussi Amli. Et c'est avec ces 2 bailleurs et la CNAV, nous avons fait la même démonstration, mais à l'échelle de l'habitat. Et donc maintenant, nous avons nos 2 pieds, habitat et collectivité. Les 2 sont effets synergiques. Et naturellement, à partir de là, grâce à ces 2 projets avec lesquels nous avons travaillé avec la CNAV, eh bien, à partir de là, on a fait la démonstration et puis nous sommes partis en déploiement. Ça fait 12 ans qu'on travaille quand même sur le sujet, on ne l'a pas inventé et on a appris à le faire sur le terrain et la CNAV a été une vraie impulsion. Alors, dernière question, en quelques mots, si on prend une position plutôt de la ville, quel intérêt pour la ville de venir en fait adhérer à votre dispositif et à vous accompagner? Les avantages pour la ville. La ville, il y a un enjeu énorme de société qui n'est pas que français, qui est européen, international, qui est celui de l'isolement des personnes âgées. Il y a un enjeu énorme du maintien des personnes âgées à domicile. La population vieillit à toute vitesse et évidemment tout le monde ne peut pas aller en EHPAD ou en résidence-service. Donc il y a un enjeu monstrueux qui est celui-ci. Si je vous donne un chiffre qui va vous choquer et que ne connaissent pas forcément toutes les collectivités. Allez-y. Lorsque une personne âgée est abonnée à une téléassistance, vous savez, téléassistance, c'est le petit bracelet au collier que les personnes âgées portent. Oui. Dans le cas de chute ou autre, elles peuvent appuyer et tout de suite se déclenche une alerte auprès de l'acteur téléassistance. Entre 80 à 90% des appels qui arrivent à une téléassistance, qui devraient être des appels d'urgence, parce que la personne est censée tomber, etc. Oui. La téléassistance n'intervient que sur le thème de l'urgence.
Et bien, en fait, la réalité, c'est que 90% des appels sont des appels juste de besoin de lien social et de besoin de parler. La personne âgée qui vient d'appuyer sur le bouton, en fait, elle n'a parlé à personne depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Elle a juste besoin de parler. Elle n'a vu personne. Et c'est ça le désarroi de cet isolement. C'est un enjeu monstrueux, évidemment, à l'échelle internationale. Et de pouvoir imaginer que finalement ces besoins sont des besoins de lien social et que la téléassistance ne peut absolument rien faire, et bien maintenant ces grands acteurs de la téléassistance, on sait leur mettre à disposition notre technologie pour qu'ils puissent solliciter un voisin pas loin de la personne qui vient d'appeler et pouvoir demander à ce voisin de venir dire bonjour, discuter, et on a comme ça trouvé des voisins dans l'immeuble, dans le quartier qui allaient jouer aux échecs, accompagner à faire une course, apporter des médicaments aux personnes âgées. Et donc voilà l'intérêt des collectivités, c'est pouvoir apporter cette contribution des habitants à cet isolement des personnes âgées et fragilisées. Et évidemment, le département trouve aussi cet intérêt à l'échelle des personnes âgées, mais plus largement sur la dépendance, handicap, famille monoparentale, etc. Et donc, ce voisinage peut évidemment venir au service de toutes ces fragilités locales. Et c'est évidemment un tournant monstrueux que d'apporter ce digital et ce voisinage pour le mettre au service de cette solidarité locale. Merci Charles Perdrigo, c'était très clair et surtout on sent la passion qui vous anime sur ce sujet, c'est-à-dire faire du lien social avec de l'informatique et aussi, je dirais, travailler sur l'isolement des personnes âgées. Alors je vous propose maintenant de faire une dernière pause musicale. Ah, Florence me dit que non, on ne fait pas de pause musicale. On ne fait pas de pause musicale, Florence ? Très bien. Mais non, on va tout de suite passer la parole à Joachim Tavares parce que lui aussi prend soin des personnes âgées. Et donc, eh bien, il va nous expliquer l'objet de sa toute nouvelle start-up. Oui, alors pour passer la parole à Joachim Tavares, quelques mots sur la société. La société, elle s'appelle Papi Happy. C'est le nom de la société. Et votre credo, donc, c'est le vieillissement de la population et la problématique du logement chez les seniors. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous, pour commencer l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce sujet est devenu une préoccupation pour vous ? Alors, elle a été pour 2 raisons. Tout d'abord professionnelle, parce que j'ai fait différents métiers auparavant, et j'ai exercé un métier de directeur d'EHPAD et de directeur de clinique en soins de suite. Et c'est là, effectivement, j'ai découvert le monde des personnes âgées, et c'est un peu la communauté d'ensemble, et ça se complète. C'est effectivement, les gens sont souvent seuls, et quand il y a le choix de ce logement-là, souvent ils sont démunis. Parce que d'une, les enfants sont très loin, et de 2, on ne sait pas ce qui se passe et ce qu'il existe. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le logement senior, et les gens sont perdus. Et d'un côté personnel, je suis très famille, très humain, et je voulais trouver quelque chose qui puisse accompagner les gens et avoir un sens pour les aider. D'où Papi Happy. Papi Happy, c'est très simple en fait. C'est l'idée d'accompagner, de conseiller et d'aider les gens dans le choix de leur logement quand ils deviennent âgés. C'est super simple, c'est j'ai 70, 80 ans, 90 ans ou moins, et je me pose la question à savoir si je dois rester chez moi ou non. Et notre idée, via le site, qui est gratuit pour les gens, c'est d'aller dessus et de savoir là où vous êtes ce qu'il existe. Donc on a répertorié le logement collectif, donc les EHPAD, les résidences à seniors, les résidences autonomie, mais aussi les béguinages, les familles d'accueil, les colocations. À ce sujet, si des gens ont des colocations, des sous-locations, n'hésitez pas à aller sur Papi Happy et de le dire pour qu'on puisse le référencer gratuitement pour les gens. Donc ça, c'était la première chose, c'était que les gens sachent ce qui peut exister autour d'eux. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait aussi aller un peu plus loin et les accompagner de façon humaine. Parce que le digital, effectivement, c'est super bien, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui peut les écouter et les conseiller. Donc, on a des gens partout en France qui sont sur le terrain, qui ont 2 missions. La première, on va visiter les établissements clients mystères pour avoir notre idée et donner notre vision qui nous est propre à un instant T d'un logement. Et ensuite, d'accompagner les gens dans leur recherche. Et donc, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on est une casquette d'agents immobiliers mixée à l'assistance sociale où on va chercher le logement qui correspond à la personne. Donc ça, c'est hyper important de dire à la personne parce qu'on met la personne au milieu de la recherche. Et c'est elle qui va nous dire ce qu'elle veut. Vous personnalisez en fait. Tout à fait, parce que c'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on commence à avoir quelques difficultés à marcher que finalement on va aller en EHPAD ou en résidence à senior. Non,
il y a des fois des bailleurs sociaux, il y a des fois des logements qui sont appropriés, et il n'y a pas cette fatalité souvent que les gens pensent, alors que c'est pas une fatalité, parce que parfois d'aller en EHPAD c'est très bien, parce qu'il y a du lien social, parce que les gens s'occupent bien de vous. Donc voilà, on est vraiment là pour donner cette image-là qui est une image réelle, qui est honnête et qui est transparente par rapport à tout ça. Et là, ça reste gratuit pour la personne âgée ou Non, l'accompagnement après devient payant. Mhm. Il faut bien qu'on vive. Bien Donc sûr. effectivement, il est payant. Il est payant pour aussi une question qui est très simple, c'est par rapport à la transparence et à notre indépendance par rapport au groupe ou à d'autres sociétés. On est labellisé par Bureau Veritas à ce sujet pour bien montrer aux gens que si les gens nous payent, on va chercher pour eux. Et non pas par rapport à quelqu'un qui va nous payer pour nous donner une commission. Donc on ne touche pas de commission, et c'est la personne qui nous rémunère, et en fonction de cela, on va aller chercher le logement qui correspond à la personne. D'accord. Et alors, prenons un exemple. Donc, vous avez tout à l'heure cité des personnes qui ont 60, 70, 80, 90 ans. Donc, il faut que ces personnes se connectent sur votre site. Alors, on a différents biais pour communiquer avec les gens. Bien évidemment, il y a le site qui est papyapi.fr. On a un numéro de téléphone. On essaye, donc on n'est pas très vieux, on a 3 ans d'existence. Donc, on travaille aussi avec des assurances, avec par exemple Groupama Paris-Val de Loire, où on propose du conseil à leurs sociétaires. On est en train de développer ça. Et aussi, on est en train de développer des partenariats. Tout à l'heure, vous parlez de délégation de service public, avec des villes en France pour compléter l'offre qui existe déjà via les départements, avec les MAIAC, les CLIC, avec des maisons pour les aînés, les maisons des seniors, mais d'apporter une information qui est avant l'urgence. Parce que souvent, on a une démographie, ça vous savez aussi bien que moi, où on tend vers une population de plus en plus âgée et des moyens qui sont stables, voire qui descendent un peu par rapport au staff des actions sociales, des gens qui sont là pour accompagner les personnes. Et souvent, c'est l'urgence. C'est la fameuse image du col du fémur. On se calme un col du fémur, on va à l'hôpital, on fait quoi après? Et nous, on est bien avancé en se dire, mais il faut réfléchir. Mais c'est comme vous et moi, quand vous voulez changer d'habitat, vous prenez le temps de réfléchir. Vous allez regarder, vous allez prospecter, vous allez vous dire qu'est-ce qui est bien pour moi. Et nous, on a simplement mis ça pour les personnes âgées et se dire, voilà, réfléchissons ensemble et regardons ce qui existe autour de nous. Et plus vous anticipez ces questions-là, plus vous allez trouver un logement qui correspond à vos besoins et plus vous allez emménager dans la sérénité et vous ne serez pas dans l'urgence et dans la détresse. Et donc dans ce cas-là, la personne de chez vous se déplace en fait chez la personne âgée qui en a fait la demande? Oui, on peut le faire par téléphone, par internet, bien évidemment. L'idée, c'est d'échanger avec la personne avant, avec la famille aussi, et savoir ce qu'ils veulent en fait. Parce que souvent, l'image, la première conversation qu'on a avec les gens n'est jamais la dernière, parce que souvent, les gens doivent mûrir la réflexion qu'ils ont et savoir où ils veulent vivre. Parce que maintenant, les enfants vivent en France, peuvent vivre à l'étranger. La personne âgée peut être mobile, elle peut aller partout en France si elle le souhaite. Donc il y a toute cette réflexion-là à avoir, et tant que vous ne vous posez pas ces questions-là, vous ne pouvez pas avancer dans ce cheminement-là. Alors il me vient une question, parce que vous travaillez quand même sur un sujet qui est extrêmement sensible, qui est quand même la fin de vie des personnes. Les personnes qui sont en contact après avec les personnes âgées, elles ont une formation particulière? Elles ont été préparées à ce type d'entretien? Alors les gens qui travaillent chez nous sont tous issus du médico-social. Donc, alors nos papy et mamie Angel sont tous soit des anciens directeurs d'EHPAD ou de résidentiels seniors. On a une gérontologue qui travaille aussi pour nous. Il faut que la personne ait une sensibilité d'une avec les personnes âgées et qu'elle les connaisse. Sans cela, c'est impossible en fait. Donc oui, les gens qui sont chez nous, les gens qui répondent au téléphone sont tous des gens qui sont issus de ce milieu-là ou de l'immobilier pour bien connaître effectivement le contexte économique, le contexte et surtout l'être humain, parce que finalement on traite de l'humain, j'y attache beaucoup d'importance, il faut bien le faire. Déjà, d'une, si on veut exister et continuer notre activité qui est encore toute récente, il faut faire un travail de qualité mais d'écoute de personnes. Donc ça c'est très important pour nous. C'est important que vous le souligniez parce que souvent c'est une relation de confiance qui va se mettre en place avec la personne qui est demandeuse. Et donc là, il faut quand même une certaine expérience, des certaines compétences pour le faire. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel type de demande vous font les personnes âgées quand elles vous contactent? Alors, souvent, excusez-moi, je vous interromps, mais en fait, je me pose la question. Quand ils vous contactent, ils vous demandent « je voudrais déménager, je voudrais un logement ». Comment elles précisent leur demande? Ça dépend. En fait, ça dépend de l'âge de la personne. Souvent, ils appellent pour se dire je suis chez moi, je me pose la question de savoir si je dois déménager ou non. Ça, c'est les gens qui ont entre 60 et 70 ans. Et plus l'âge avance, plus la question est de savoir en se disant je suis plus bien chez moi parce que ma maison est trop grande, parce que je vis à la campagne, parce que mes enfants sont trop loin. Qu'est-ce qui peut se proposer à moi? Et on a aussi des gens qui ont déjà travaillé. Hier, on a un monsieur de 94 ans qui nous a appelé
qui était fan d'Internet et du mail, et qui nous a dit, bah voilà, moi j'habite à La Rochelle et je veux partir vivre à Bordeaux. Et il me dit, bah voilà, il faut me trouver ça. Donc il avait déjà fait ses critères, tac, tac, tac. Donc il nous a dit, voilà, pour la semaine prochaine, j'aimerais que vous puissiez me chercher ça. Donc on a de tout en fait. On a des familles aussi qui appellent, on a des aidants. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a 60 ans, 70 ans que notre vie change en fait. On a une vie comme tout le monde. Et ces questions-là, ils se les posent aussi, les gens. C'est comme si demain, vous devez déménager, bah, vous allez vous poser ces questions-là en fait. Donc c'est pas des extraterrestres, c'est des personnes âgées quand elles changent de logement. Je dis ça parce que jusqu'à présent, on a souvent... on pense que les gens, quand ils arrivent en fin de vie, ils ont des questions, des réflexions sur l'habitat qui changent pas du tout en fait. Ils veulent juste comme des émotions en fait du lien social. Parce que le domicile c'est bien, mais quand vous êtes seul et que vous voyez une personne tous les 15 jours, c'est pas terrible. Donc ils veulent avoir du monde, être bien. Et ça, on peut l'avoir dans différentes formules d'habitat. Et c'est ce qu'on essaie de proposer aux gens. Alors justement, soyons concrets, quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent? C'est-à-dire, vous avez pris l'exemple par exemple de quelqu'un qui est dans une trop grande maison et qui est isolé, hein, c'est ça que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que certains disent que l'avenir des Français, ça n'est pas d'aller en maison de retraite, que les gens préfèrent rester autonomes chez eux. Donc finalement, vous concrètement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est oui, mais alors, c'est un leurre? Il y a un truc qui est quand même très important, c'est que l'image est très mauvaise des maisons de retraite. J'ai été directeur de maison de retraite. J'ai beaucoup souffert de ça. J'en souris, mais c'est quand même assez dur parce qu'on pense que les maisons de retraite, vous y allez tout de suite, c'est ce qu'on a pu voir dans les médias. C'est pas vrai. On a visité un peu plus de 4500 établissements en France depuis que nous sommes créés. Il y en a peu où vous rentrez dedans, où vous partez en courant. C'est pas vrai en fait. Mais c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Bien sûr. Mais la maison de retraite en soi, effectivement, ça fait peur. Parce qu'effectivement, la maison de retraite, ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est la fin de vie. Parce qu'il est très rare que quelqu'un qui rentre en maison de retraite reparte en courant. Ça, j'ai jamais vu. Donc ça fait peur la fin de vie. Et en fait, on a peur d'en parler, donc fatalement ça devient tabou. Effectivement, que les gens préfèrent vivre chez eux. Je veux dire, vous comme moi, si on vous fait donner le choix, vous préférez rester chez vous. Mais à quelles conditions en fait? Parce que le domicile c'est bien, mais le domicile il faut qu'il soit encadré. Le domicile, il faut qu'il y ait des gens qui viennent souvent vous voir. Il faut que les gens qui viennent vous voir soient formés. Il faut qu'ils soient contrôlés. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Quand on échange avec des conseils départementaux, quand on échange avec l'ARS, on se rend bien compte que effectivement c'est bien, mais il faut que ce soit encadré. Les gens, quand ils viennent chez nous, la majorité du temps, c'est qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. Mais pour différentes raisons. Il y a le problème de la dépendance, bien évidemment, mais il y a aussi le problème de la solitude. Et donc finalement, c'est ce problème-là qui vient en premier, et oui. C'est aussi ça qui motive beaucoup, parce que là, on parle du grand âge, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 85 ans, j'imagine. Non, pas forcément, parce qu'on vu qu'on ne fait pas que les EHPAD, il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à 70 ans, se posent la question de la résidence service senior. Quand vous vivez à la campagne, donc nous sommes Bourguignon, nous sommes Iconnet, donc nous vivons dans Lyon, dans un département qui est très rural, donc des fois les gens sont loin de tout, parce qu'il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus la poste, il n'y a plus de médecin, donc parfois ils préfèrent faire 20, 30, 40 km et aller vivre dans une ville plutôt de taille modeste, parce que on a des villes de taille modeste, du type comme Auxerre par exemple, où là-bas ils peuvent avoir une résidence service senior et avoir des services qu'ils n'ont pas eu auparavant. Et c'est ça la nouvelle demande des Français, c'est d'aller en résidence service? En fait, il n'y a pas de, ça dépend de l'âge, ça dépend de, mais effectivement, ce nouveau logement alternatif, il n'y a pas que ça, parce que les résidences autonomie ex-foyer logement ont toujours existé depuis très longtemps, et les gens y allent en fait. Mais c'est tout ce nouveau type de logement qui arrive, il y a aussi les colocations et les béguinages qui arrivent depuis très longtemps, mais en fait on remet à la mode d'anciens types de logements et qui ont des fondements qui sont des fondements humains et solidaires en fait. Et ça aussi, vous le voyez dans les demandes, ça commence à venir? Oui, et surtout on voit par rapport à la création. Vous voyez fleurir partout des résidences services seniors, des béguinages se montent de plus en plus, il y a les colocations, les sous-locations qui arrivent aussi, parce que les gens sont de plus en plus vieux, et surtout les gens sont de plus en plus vieux, en fait, parce que les gens qui ont 70 ans, 80 ans, c'est pas les mêmes qui a 20 ans, donc c'est des gens qui font encore plein de choses. Alors justement, si on devait hiérarchiser les demandes, qu'est-ce qui a le goût le plus des Français en ce moment, par rapport à tous ces nouveaux types et ces anciens types du vivre ensemble finalement? Ce qui est très, alors, ce qui est un peu à la mode, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est vrai que les résidences services seniors plaisent beaucoup parce que c'est un peu le club de vacances, vous avez une piscine, vous avez une salle de sport souvent, vous avez un restaurant. On a cherché un établissement pour une personne il n'y a pas très longtemps,
Et pour elle, c'était un club de vacances, c'était génial en fait. Elle vivait dans une petite maison, elle arrive dans un résidence senior, et le monsieur m'a fait rire parce qu'il me dit c'est top, tous les matins je vais nager. Non mais c'est génial, c'est sûr, il a c'est 75 génial. ans, c'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas beaucoup de vacances. C'est là, en jeune, fait, 75 ans en plus, si on est oui, en bonne santé, c'est formidable. Et donc là, c'est génial, il s'éclate là où il est. Donc c'est ce qui nous ravit au quotidien, c'est de trouver des logements qui permettent aux gens effectivement de s'épanouir malgré un âge avancé. Alors Charles Duberdugo, ça fait le pendant avec votre système de service par Internet, avec Ensemble, l'activité de Joachim Tabarès. Absolument, c'était vraiment très intéressant. Et je voulais juste apporter un petit complément de la fenêtre du réseau de proximité. Donc, on a vu qu'évidemment, je pense que la réponse claire à votre question qui est quel est le choix préféré du Français, c'est évidemment de rester chez soi, c'est clair. Et évidemment, avec un minimum de services, bien sûr. Donc là, on intervient avec le réseau des voisins. Mais sachez que au niveau de l'EHPAD, puisque nous avons la solution pour l'habitat, comme je disais tout à l'heure, donc les EHPAD actifs déploient la solution de leur patrimoine dans les EHPAD. Quel est le point intéressant? Et c'est la deuxième peut-être réponse intermédiaire, c'est que ces EHPAD qui sont aujourd'hui très enfermés sur eux-mêmes, souvent très enfermés, le lien social se restreint, ont un besoin énorme qui est celui de l'ancrage local, d'ouverture de l'EHPAD sur le monde extérieur. Et là, c'est ce qu'on apporte avec la dimension quartier. Cet EHPAD qui est enfermé sur eux-mêmes ouvre finalement ses résidents à la vie locale, sont en relation avec les associations locales, avec les autres voisins de la vie locale, et l'EHPAD lui-même organise des événements qu'elle publie dans le quartier pour pouvoir inviter des habitants du quartier de la ville à venir participer, contribuer à ces événements qu'organise l'EHPAD. Et du coup, il y a une porosité très importante, très intéressante qui s'installe pour que cet EHPAD reste ouvert à la vie locale, tant au niveau des événements locaux, la relation avec les voisins, mais aussi la possibilité de partager et d'ouvrir cet EHPAD aux habitants du quartier. Oui, c'est indispensable. Joachim Tabarès, alors vous êtes encore en modèle start-up, on peut dire. Quelles sont vos perspectives? Comment allez-vous vous développer? C'est quoi votre modèle? Alors, notre modèle de développement, cette année, donc, on va attaquer le secteur public. Donc, on va signer incessamment sous peu des partenariats avec des villes et avec des départements pour compléter cette offre-là. On a un développement, alors on maille la France, donc on a ouvert l'Espagne l'année dernière. Ce que nous avons créé, en fait, d'avoir ce mix digital avec des gens sur le terrain, on est les premiers à le faire en France et on est les premiers à le faire en Europe. Donc l'idée, effectivement, est de déployer un autre pays européen d'ici quelques jours. L'annonce se fera d'ici quelques jours. Et c'est aussi de réfléchir à une mobilité qui est aussi européenne. Parce que je m'appelle Joachim Tavares da Silva, donc je ne suis pas breton, je suis d'origine portugaise. Et on a des gens, par exemple, on le fait pour l'Espagne, qui sont arrivés en France pour travailler en France, et qui arrivent à des âges, qui sont en retraite et qui veulent repartir chez eux en fait. Et donc on est aussi là aussi pour aider les gens outre la France. Et on a aussi des Français qui souhaitent partir en Espagne. Donc on fait aussi ce travail-là en fait. Et on veut avancer là-dessus. Alors en tout cas pour la France, si on veut vous contacter, on fait comment? Alors c'est très simple. Vous tapez Papy Happy, P-A-P-Y-H-A-2-P-Y. Vous tombez sur nous. Et après, vous pouvez soit nous appeler, soit par mail. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner sur vos recherches. Alors, on a bien compris que tout n'était pas gratuit. Vous faites des devis, Oui. donc selon les demandes, bien sûr. Oui, on travaille à l'ancienne école, donc on fait un devis qu'on envoie aux gens, qui nous retournent signé, et ensuite on fait les démarches. Mais je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps, malgré tout. C'est pas parce qu'on est une start-up qu'on n'a pas le droit de faire de devis et demander l'accord des clients. D'ailleurs, je suppose, Charles Berdugo, vous, si on veut vous contacter, comment fait-on donc si une ville, une commune ou quelqu'un est intéressé par vos services? Comment fait-on? Depuis sur notre site internet, soit on nous appelle directement et on est en relation avec un commercial. Donc on va rappeler l'adresse du site internet. Voilà, c'est www.ensemble.fr. Ça c'est pour tout le monde. Et pour les collectivités, les bailleurs ou les EHPAD qui veulent déployer notre solution, soit sur un contact sur internet ou directement au téléphone. Alors vous aussi, quel est votre modèle de développement pour cette année? Votre objectif? On va passer de 18 départements, on espère multiplier au moins par 2,5, donc être autour de la petite cinquantaine de départements et faire à peu près la moitié de la France
pour partir à l'international en 2021. On a compris que c'était un abonnement, ça on a bien compris, mais vous basez vos tarifs sur comment? Par exemple, pour une Taille de la ville, sur population. le taille de la population, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Tout le monde peut retrouver la vidéo de cette émission sur notre page Facebook dans quelques minutes. En tout cas, Dominique Flora, comme moi, on vous dit tous un au revoir. À bientôt. Et demain, bien sûr, vous retrouvez au bar de l'économie Jacqueline Voraz. Et je serai là parce que nous recevons Alain Richard, le sénateur du Val d'Oise. Donc bonne journée à tous. Merci encore pour votre présence à tous aujourd'hui, parce que c'était courageux vu les grèves annoncées. Et donc c'est un challenge, je vous assure, de réaliser toutes ces émissions quotidiennes en jour de grève. Mais comme tout le monde, on est embêtés. Bonne journée à tous. Profitez bien.